crois que Idriss Déby, peut-être il n'a pas les diplômes de bien d'autres, mais je crois il a quand même un capital social assez élevé. D'une part parce que il est l'homme de cette jonction improbable entre intérêt libyen et intérêt soudanais et intérêt français, dans une période quand même qui n'était pas si commode. Et puis aussi parce que sa longue éducation militaire, ses stages à l'école de guerre en France lui ont permis finalement de socialiser avec des officiers français qui sont rapidement devenus, comme lui, des officiers supérieurs et qui, je crois, à certains moments où les hommes politiques français ont hésité sur l'ampleur du soutien qu'il fallait donner à ce chef d'État, ont été là pour rappeler quel dirigeant il avait été et également quel service il pouvait rendre éventuellement à la France, officiellement ou moins officiellement. Moi, je pense fondamentalement que, si vous voulez, Hissène Habré, comme tout dictateur, s'est retrouvé pris dans une contradiction qu'on a vue à l'œuvre après au Tchad, c'est-à-dire d'un côté le désir de s'appuyer de façon de plus en plus unilatérale sur son propre groupe, les Goran ou les Anakaza, et en termes de garde prétorienne du régime, etc. Et puis d'un autre côté, le sentiment que pour stabiliser la situation, il fallait faire des alliances politiques et que ces alliances politiques, d'une certaine façon, elles devaient croître, elles devaient se développer, quitte à mécontenter ceux qui avaient été avec lui depuis le début, comme quelqu'un comme Idriss Déby. Et je crois que la décision de tenter le coup d'État est largement liée à ce débat et aux décisions que prend Hissène Habré dans le cadre de cette tension entre deux objectifs qui sont finalement qui lui apparaissent relativement irréconciliables et qu'à partir de ce moment-là, ils choisissent de passer en rébellion en estimant que le contexte régional, c'est-à-dire la, le soutien libyen, puis ensuite l'arrivée au pouvoir d'une junte militaire à Khartoum offre des possibilités non pas de compromis, mais de retour de la force et de faire ce que en 1990 que Habré avait fait en 1982. Les relations entre Idriss Déby et François Mitterrand sont restées difficiles. Moins difficiles évidemment qu'elles ne l'avaient été avec Hissène Habré, on le sait, mais en même temps difficiles parce que les Français avaient un agenda, voulaient le multipartisme, voulaient, disons, une certaine pacification du champ politique, voulaient également l'existence d'une presse libre, comme ça se passait ailleurs en Afrique de l'Ouest, et d'une certaine façon, Hissène Habré, à l'inverse d'Hissène Habré, Idriss Déby disait oui, mais en fait, on sentait de très fortes réticences, et donc il est arrivé très souvent que les relations entre des ministres, je pense à Pierre Bérégovoy notamment, et le président tchadien soient totalement orageuses. Donc je ne pense pas que après avec Jacques Chirac la situation est d'une certaine façon s'est normalisée, même si là aussi Jacques Chirac a beaucoup évolué, mais Idriss Déby aussi. Et je crois qu'on a eu un moment d'exaltation avec Nicolas Sarkozy, qui correspond à une période très particulière qui est celle du dit génocide au Darfour, et également du rôle que la Libye jouait, disons, dans certains arrangements français. Je pense qu'avec François Hollande, on est dans une posture hyper réaliste, qui est un peu marquée, et des deux côtés, par le fait que personne n'a des illusions sur l'autre, mais que chacun a besoin de l'autre également. Et donc, il y a un discours public tout à fait convenu. Maintenant, je pense que si les deux chefs d'État, tchadiens et français, allaient à confesse,
sans doute nos oreilles bourdonneraient. Les élections de 2006 n'ont certainement pas été les meilleures. On sait que les élections de 2001 ont été tellement fraudées que Idriss Déby alors a fait cette grande déclaration en juin au journal Le Monde, expliquant que, bon, passant sur les péripéties de son élection, disant que maintenant que je suis élu, voilà, ma seule tâche c'est préparer la transition à un nouveau président qui sera élu en 2006. Il l'a dit, ça a été écrit, et si vous voulez, lorsqu'on regarde ce qui se passe en 2002 pour les élections législatives, on comprend que déjà à ce moment-là, bien avant le congrès du MPS en 2003, Idriss Déby a quand même quelques hésitations à s'en tenir à sa promesse. Donc il y a eu les élections, les élections de 96. Je ne sais pas, j'ai des collègues qui ont été observateurs. Très certainement, il y a eu des fraudes. Maintenant, bon, il y a toujours des fraudes. La question est de savoir d'abord qui a fraudé le plus, puisqu'il ne faut pas penser que les fraudes relèvent simplement du pouvoir en place. Et puis également leur magnitude par rapport au scrutin même. Mais très certainement, disons, comme en 2011, on peut très certainement se dire que s'il y avait une observation, c'est pas tellement l'observation des élections, c'est plutôt la préparation des élections. On l'a vu au Sénégal, on peut gagner les élections avant même qu'elles ne se tiennent. Et je crois que de ce point de vue-là, oui, la communauté internationale a un peu fauté. Par aveuglement ou par complaisance. Personnellement, je pense que c'est par complaisance, mais je pense qu'un certain nombre de diplomates étrangers ou européens notamment diront que c'est plutôt par aveuglement. C'est une des forces de ce régime comment dirais-je, de prendre des décisions que d'aucuns qualifient d'arbitraires, mais de suivre en apparence ou formellement le processus légal, puisque ça a été discuté au parti, donc c'est 2003. Il y a eu un référendum, il y a eu un vote du Parlement, il y a eu un référendum, et donc il y a eu ce changement constitutionnel. Donc il a d'une certaine façon bien joué. Ce qui est très étonnant, enfin je le citais dans un des papiers, c'est de voir Xavier Darcos en 2004 se rendre à N'Djamena et féliciter le peuple tchadien pour avoir changé la constitution et permettre à un tel dirigeant de rester plus longtemps au pouvoir. Et ça montre, si vous voulez, quand même la capacité qu'ont eu certaines élites politiques françaises à faire taire ou à tenter de faire taire toutes les critiques, pas simplement tchadiennes, surtout au niveau international, au niveau européen. Toutes les initiatives qu'il a prises, tant sur Boko Haram que sur le Mali, et peut-être ce qui est à venir sur la Libye, font que au niveau international, ses meilleurs amis, la France et les États-Unis, et n'oublions pas les États-Unis dans cette équation, considèrent que quand même c'est mieux qu'il reste, parce qu'avec lui, on le connaît, on sait qui il est, donc on n'a plus les grandes illusions qu'on a peut-être eues à un certain moment, mais d'un autre côté, comme chef de guerre, il est tout à fait efficace, et disons que les intérêts occidentaux sont aujourd'hui plutôt de ce côté-là. Maintenant, les sites tchadiens d'opposition, je ne sais pas s'il faut les croire, mais aussi des rumeurs dans son entourage soulignent que l'homme est fatigué, que bon, il est malade, non pas que ces maladies peuvent l'emporter comme ça, mais quand même ça pèse très certainement sur l'énergie qu'il peut mettre à gouverner. Et bon, c'est un homme qui commence qui a gouverné pendant très longtemps, qui peut être légitimement fatigué, parce que c'est une tâche fatigante de gouverner, et qui est affaibli par la maladie. Donc maintenant, la décision, encore une fois, posez-lui la question.